Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Choucroute Garage. Aujourd'hui, nous allons parler du plus grand ennemi des automobiles, mais aussi qui peut être votre meilleur ami. J'ai nommé le poids. Si ça te plaît, mets un pouce vers le haut et commente. Si ça te plaît beaucoup, abonne-toi. Et si ça te plaît vraiment beaucoup, dis-le partout. Merci. Le poids, voilà l'ennemi. Telle est la phrase qu'on peut lire sur les publicités d'un grand constructeur automobile français du début du XXe siècle, Matisse. Si vous ne connaissez pas ce constructeur alsacien, je vous invite à aller voir ma vidéo sur sa folle aventure, ici, dans les fiches. Certes, un poids important, cela implique plus de matériaux, donc plus d'argent, mais aussi plus de puissance pour déplacer le véhicule, et de plus gros freins pour l'arrêter. Cela implique aussi des suspensions plus dures pour en juguler l'inertie, ce qui explique la dureté des suspensions des voitures électriques en général. Pourtant, le poids peut aussi avoir des vertus s'il est utilisé à bon escient, et c'est ce que nous allons voir tout au long de cette vidéo. Commençons par quelques notions de base. Le poids, c'est quoi ? Contrairement à ce que l'on pense généralement, poids et masse ne sont pas des synonymes. Il s'agit de deux notions totalement différentes. On commence à s'en douter sitôt qu'on s'intéresse aux unités utilisées pour ces deux grandeurs physiques. Le gramme pour la masse, le newton pour le poids. Mais alors pourquoi, quand on mesure son poids sur un pèse-personne, il est affiché en kilos? C'est en effet une cause de la confusion, et c'est une erreur. La masse mesure une quantité de matière cohérente, et le poids est une force. Le poids et la masse sont liés, du moins à la surface de la Terre. En effet, le poids est l'action de la masse sous une certaine gravité. Donc sur Terre, où la gravité est quasiment équivalente partout, on multiplie le poids par la valeur moyenne de la gravité terrestre, à savoir 9,81 mètres par seconde au carré, et on obtient un poids en newtons. On va prendre un exemple pour bien expliquer le concept. Imaginez une fusée posée sur son pas de tir. Elle pèse un certain poids. Pour la faire décoller, on va avoir besoin d'appliquer une force vers le haut pour contrer la force de gravité, une poussée. Une fois que la force est supérieure au poids, la fusée décolle. Une fois sur orbite, la fusée est toujours soumise à la gravité. S'il n'y avait plus la gravité terrestre, elle filerait tout droit dans l'espace. En effet, tout corps non soumis à une force se déplace à une vitesse constante selon une trajectoire rectiligne. C'est ce qu'on appelle l'inertie. Pour accélérer ou ralentir, voire influer la trajectoire, il faut pousser sur l'objet. Plus sa masse est grande, plus il faudra une grande force ou une longue durée d'application de cette force pour une variation donnée. Même si la fusée n'a plus de poids apparent par rapport à la Terre, elle a toujours de l'inertie, et donc il faudra appliquer une force pour changer sa trajectoire. Toutefois, sur Terre, la gravité est constante, ou presque. Et donc, si on mesure le poids et qu'on divise par 9,81, on a une valeur qui est représentative du poids, même si elle est inexacte du point de vue scientifique. Vu que c'est proportionnel, eh bien cela ne pose pas de problème en termes de compréhension. Voyons maintenant ce qu'on peut faire de cela avec une voiture. Prenons deux autos d'un poids très différent. On va comparer une 2 chevaux et un Rivian R1T. Je sais que l'exemple est caricatural, mais il va bien montrer la différence. Une 2 chevaux a une masse de 500 kg à vide, mais peut peser jusqu'à 800 kg à pleine charge. Le Rivian R1T, lui, pèse 3600 kg à vide, et je vais prendre 4000 kg pour un poids avec son chargement. Le pick-up électrique américain pèse donc 5 fois plus que la petite française. Voyons maintenant de combien d'énergie on va avoir besoin pour passer de 0 à 50 km/h. Pour cela, nous allons calculer l'énergie cinétique des deux autos aux deux vitesses et faire la différence. On utilise la formule 1/2 de masse fois vitesse au carré. La masse est en grammes, la vitesse en mètres par seconde. On va donc convertir les unités. On multiplie la masse en kilos par 1000 tout d'abord, et on obtient des grammes. Puis on s'occupe de la vitesse. 1 km, c'est 1000 mètres, et 1 heure, c'est 3600 secondes. On divise donc 50 par 3600 et on multiplie par 1000, ce qui nous donne une vitesse de 13,9 mètres par seconde. À l'arrêt, l'énergie cinétique est nulle. Pour obtenir une accélération jusqu'à la vitesse de 50 km/h, il faut donc calculer son énergie cinétique à 50 km/h. Pour la 2 chevaux, on va le calculer ainsi. 800 000 fois 13,92 au carré, le tout divisé par 2. Et on obtient 77 284 000 joules, ou 77,3 mégajoules. Le mégajoule, c'est 1 million de joules. Pour le Rivian, on a
4 millions fois 13,92 au carré, le tout divisé par 2, et on obtient donc 386,4 mégajoules. On constate que l'énergie cinétique est directement proportionnelle à la masse de l'auto. Enfin ça, c'est dans un monde idéal, sans frottement et sans autre effet parasite. Ce calcul n'est valable que sur une ligne droite plane, sans aucun effort de frottement, ce qui n'est pas la réalité. Vous verrez pourtant qu'il est intéressant de faire ce calcul. Toutefois ici, on ne parle que de l'énergie cinétique et non de toute la chaîne qui permet de produire cette énergie. Il faut donc parler du rendement. Avec un rendement moyen de 20%, la 2 chevaux consommera 386,5 mégajoules, tandis que le Rivian, qui a lui un rendement de 80%, va consommer 483 mégajoules. Ça fait certes une différence, mais là où on avait un avantage de poids de x5, on n'a plus que 25% d'amélioration énergétique. Maintenant, si on rapporte cette constatation à une Dacia Spring par exemple, qu'on peut comparer à la 2 chevaux, eh bien celle-ci est en fait 1,5 à 2 fois plus économe en énergie que la vénérable Citroën. On le voit ici, le poids peut être un ami s'il est constitué de technologies plus efficientes. Et cela ne s'arrête pas là. Voyons maintenant ce qui se passe lorsqu'on monte et qu'on descend. Imaginons une route. Le point de départ est au niveau de la mer et le point le plus haut a une altitude de 100 mètres. La route fait 2 km. Le premier kilomètre est en montée et le second en descente. On a donc une pente de 10% en montée et en descente. Pour cet exemple, les deux voitures arrivent au point de départ à une vitesse de 50 km/h et continuent à la même vitesse sur tout le parcours de la route. Dans la première partie, pour monter la pente, elles vont avoir besoin d'énergie. Une fois en haut, elles auront une énergie potentielle qu'elles consommeront pour redescendre. On va isoler cette énergie potentielle. Et on peut la calculer ainsi. La masse fois la gravité fois la hauteur. Donc la 2 chevaux aura une énergie potentielle de 800 000 fois 9,81 fois 100, soit 784,8 mégajoules. La Dacia Spring pèse 1300 kg à pleine charge et aura donc une énergie potentielle de 1275 mégajoules. En appliquant les rendements moyens, soit 20% pour la 2 chevaux et 80% pour la Dacia, la 2 chevaux aura besoin de 3924 mégajoules pour monter, et la Dacia de 1594 mégajoules. Dans la descente, la 2 chevaux devra jouer sur son frein moteur, ou freiner. L'énergie potentielle est perdue pour la 2 chevaux. L'énergie est convertie en chaleur par les freins ou le frein moteur. La Dacia, quant à elle, profitera d'une régénération au freinage pour récupérer une partie de l'énergie. Son rendement est de 80% en gros. Elle pourra donc récupérer la valeur de l'énergie potentielle acquise, moins 20% de perte, soit 1020 mégajoules. Donc sur les 2 km, le bilan énergétique s'établit ainsi. 2 chevaux égale 3924 mégajoules, la Dacia Spring c'est 1594 moins 1020 égale 574 mégajoules. Malgré un poids presque doublé, la Dacia consomme près de 7 fois moins d'énergie sur un tel trajet. Donc ça veut dire qu'on peut tranquillement fabriquer des tanks du moment qu'on a la bonne technologie. En fait non. Pour s'en convaincre, voyons le calcul avec le Rivian. Avec ses 4 tonnes, il demande 4905 mégajoules d'énergie pour atteindre le point haut, et il récupère 3139 mégajoules dans la descente. Son bilan énergétique est de 1766 mégajoules. C'est certes moins que la 2 chevaux, mais largement plus que la Dacia. Il est donc tout aussi intéressant de réduire le poids pour un véhicule électrique si on le compare à un autre véhicule électrique. Mais j'y pense, vu que la gravité est assimilée à une accélération, ce raisonnement est tout à fait valable pour des cycles d'accélération et de ralentissement. Absolument. Mais dans ce cas, il faut tenir compte des forces qui résistent au déplacement. Pour qu'une voiture se déplace à vitesse constante, il faut lui donner de l'énergie. Si on conduit de manière souple sans avoir à freiner lors des ralentissements, eh bien ça réduit grandement la différence, puisqu'on ne disperse pas l'énergie en chaleur dans les freins. C'est toutefois extrêmement compliqué dans une circulation dense où accélération et freinage se succèdent. Garder de la distance ou ralentir sur son aire est bien souvent peu sécurisant en raison des autres usagers pressés qui vous collent au train lorsque vous n'allez pas assez vite. De plus, rouler ainsi vous fait perdre beaucoup de temps. Le freinage régénératif permet donc de préserver son capital énergétique tout en ayant une conduite compatible avec la circulation. Ouais, mais alors c'est pareil pour une hybride, elle récupère de l'énergie au freinage. Ah, bonne idée! Faisons la même chose avec une Toyota Yaris hybride. La japonaise pèse près de 1600 kg à pleine charge. Au point le plus haut, elle disposera de 1569 mégajoules d'énergie potentielle. Dans la montée, elle se comporte comme une thermique pure.
Elle consomme donc 7845 mégajoules. Dans la descente, si elle est aussi efficiente pour récupérer de l'énergie qu'une électrique, elle récupère donc 80% de 1569 mégajoules, soit 1255. Son bilan énergétique est donc de 6593 mégajoules, soit 1,7 fois plus que la de chevaux et plus de 10 fois plus que la Dacia. Traîner le poids du système hybride dans la montée avec un rendement de 20% n'est pas compensé par l'énergie qu'on récupère dans la descente. L'hybride est donc, dans ce cas-là, une fausse bonne idée. Au final, la première conclusion qu'on peut tirer de ces calculs, c'est que le poids n'est pas forcément un ennemi s'il permet d'embarquer une technologie plus efficiente. Les kilos ne se valent pas et il est important de tenir compte de la technologie du véhicule. Cela mène directement à une seconde notion qui prend en compte le poids, la sécurité. Reprenons nos deux véhicules de départ. La 2 chevaux à 50 km/h a une énergie cinétique de 77,3 mégajoules. C'est cette énergie qu'il faudra dissiper en cas de choc. La structure de l'auto est conçue pour absorber une partie de cette énergie. Une telle structure est conçue en conséquence pour passer les crash tests et protéger ses passagers, comme c'est le cas de toutes les autos mises sur le marché aujourd'hui. Et donc pour le Rivian. Avec 386,4 mégajoules à dissiper, il est clair que la structure est largement plus massive et résistante. On a plus d'énergie à dissiper, mais plus de matériaux pour pouvoir le faire. Pourtant, lors d'un choc face à un obstacle massif et immobile, les occupants des deux autos subiront la même décélération, et donc le même nombre de jets dans un cas comme dans l'autre. Mais qu'en est-il d'un choc entre les deux véhicules ? Je ne vais pas vous faire un dessin ou de petits calculs sur le sujet, car les images parlent d'elles-mêmes. En cas de collision entre un véhicule léger et un autre bien plus lourd, ce sont souvent les passagers du véhicule lourd qui s'en sortent le mieux. Et c'est normal. L'inertie d'une masse pesante fait qu'il faut beaucoup de résistance pour les arrêter. La structure d'un véhicule léger face à un beaucoup plus lourd ne fait tout simplement pas le poids. Enfin, le poids peut également être l'ami de la performance. Et ce petit exemple va vous éclairer. Une chaîne YouTube américaine a décidé d'alléger une Model S Plaid à outrance, afin de tenter de battre le temps du 0 à 60 miles par heure de la voiture de série. Et vous savez quoi ? Eh bien, elle a été plus lente. Cela peut sembler contre-intuitif, mais cela s'explique très bien. Lorsqu'une voiture veut accélérer ou freiner, elle doit passer de la force entre elle et la chaussée. La quantité de force qui est capable de passer dépend de 3 facteurs principaux. Premièrement, la taille de la surface en contact entre la route et le pneumatique. Plus la surface est grande, plus l'adhérence est bonne. Attention toutefois, plus le contact entre les deux éléments est grand, plus il y a de risques de voir des agents perturbateurs s'incruster entre la roue et le pneu. C'est pour ça que les voitures aux pneus les plus larges sont plus sensibles à l'aquaplaning. L'eau s'incruste entre la roue et la route afin de lever le pneumatique qui n'est plus en contact avec la route et perd alors de l'adhérence. Deuxièmement, le coefficient de friction entre la roue et la route. Celui-ci dépend de la composition du pneumatique mais aussi de celle de la route. Voilà pourquoi les bandes blanches des marquages routiers peuvent être piégeuses, car leur rugosité est bien moins grande que celle de la route. Et donc on perd de l'adhérence. Pour illustrer ça, regardez ce train. Il est lourd, pèse fortement sur les rails, et pourtant il perd de l'adhérence sitôt que la puissance est trop forte, car le contact métal sur métal ne génère que peu de friction. D'ailleurs, en cas de freinage d'urgence ou de nécessité de disposer de plus de grippe en montée, les trains sont équipés de distributeurs de sable qui s'infiltrent entre la roue et le rail, afin d'augmenter l'adhérence. Enfin, le troisième facteur qui améliore l'adhérence est la force exercée pour garder la roue en contact avec le sol. Deux types de forces sont à l'œuvre ici, des forces statiques et des forces dynamiques. Les forces statiques sont liées au poids du véhicule. Plus il est important, plus les forces favorisant la traction sont importantes. Si cela réduit celle-ci, on réduit l'adhérence et donc la quantité de puissance qu'on peut passer au sol. Tant que la puissance n'est pas trop importante, alléger améliore les performances. Mais au-delà d'un certain allègement, on aura l'effet inverse. Il y a pourtant un moyen de le contrer. Si on regarde ce qui se passe en Formule 1, on a affaire à d'autres forces qui sont tout aussi importantes pour le maintien de l'adhérence, les forces aérodynamiques. Les ailerons poussent la monoplace vers le bas. Et plus la vitesse est élevée, plus la poussée est forte. C'est très intéressant, surtout pour les virages, car la voiture est légère, mais elle reste plaquée au sol tout de même. Attention toutefois, passez un peu trop lentement, et la force ne sera plus suffisante. La voiture fera une embardée, car elle n'aura plus assez d'adhérence pour contrebalancer la force centrifuge. La vitesse de passage idéale est donc un savant dosage, ni trop lent, ni trop rapide. Il existe également une autre force dynamique, le transfert de masse.
Lorsqu'une voiture accélère, elle s'écrase à l'arrière et le centre de gravité recule pour favoriser la motricité des roues arrière tandis que les roues avant sont délestées. Au freinage, c'est le contraire. C'est ce qui explique que 80% du freinage soit dosé sur les roues avant. En virage, les roues extérieures auront plus d'adhérence que les roues intérieures puisque le transfert de masse se fait vers l'extérieur. Une fois qu'on a toutes ces données, voyons exactement ce qui s'est passé pour la plaide modifiée par mon confrère américain. En allégeant la voiture, notre youtubeur a diminué le poids agissant sur les roues. L'inertie de l'auto a également changé, ce qui a débouché sur une réponse inadéquate de la suspension. Le transfert de masse n'a pas été aussi important que sur la voiture de série, et donc la réponse de l'antipatinage a été fortement modifiée. En effet, s'il n'y avait pas ce dispositif, il y a des chances qu'on aurait eu ça. C'est marrant, mais bien peu efficace pour un départ arrêté. Donc en clair, la voiture était trop puissante pour son poids après allègement, et donc la puissance n'a pas pu passer au sol, puisque les systèmes installés dans la voiture, suspension et antipatinage, n'étaient pas adaptés à ce poids. La conception d'une voiture est un savant dosage qui, lorsqu'il est perturbé par une modification unique mal maîtrisée et ne donnant pas lieu à des ajustements par ailleurs, débouche toujours sur une perte de performance. Toujours dans le domaine de l'adhérence et de la tenue de route, le poids peut aussi avoir des effets bénéfiques. En effet, une auto en acier ou même en aluminium est une structure très ouverte. La caisse en blanc est un élément certes massif mais assez peu pesant au regard de l'ensemble. Sur une auto, moteur et éléments mécaniques sont très lourds et demandent à être judicieusement placés pour ne pas interférer dans la tenue de route. Sur les thermiques, les moteurs sont généralement placés en porte-à-faux avant pour les voitures de grande série, donc en avant du train avant. Ça fait beaucoup d'avance, ça, hein? Oui, certes. Bref, continuons. Pour une voiture performante pourtant, la meilleure disposition de ces éléments serait au centre exact de l'auto. Mais c'est pas super pratique. Donc, les autos sportives ont généralement des moteurs en position centrale, mais décentrés. Cela peut être vers l'avant, comme sur la Corvette, ou vers l'arrière, comme sur une Lamborghini, par exemple. Certains ont tenté de le mettre en porte-à-faux arrière, mais cela posait des problèmes de délestage du train avant, ce qui est parfois dangereux, mais aussi diablement efficace en matière de maniabilité. Seule la 911 conserve à ce jour cette disposition. Audi a bien tenté d'aller au bout du concept du moteur central dans les années 80, en plaçant le moteur au centre exact de l'auto. Le prototype a roulé, mais le projet a été abandonné à la disparition du groupe B en rallye, la voiture étant destinée à être une voiture de compétition et non une voiture de série. Sur une voiture électrique comme la Model S Plaid, ou d'ailleurs toutes les autres Tesla, les moteurs sont placés au niveau des essieux, et la batterie est dans le plancher central de la voiture. C'est ce qui se rapproche le plus de la disposition idéale tout en gardant un côté pratique. Le centre de gravité est bien au centre de l'auto, et surtout il est bien plus bas que sur les autos thermiques. On se retrouve alors avec un véritable karting très joueur mais aussi sécurisé. Même dans le cas d'un SUV, il est quasiment impossible de le retourner. Maintenant qu'on a énuméré les avantages, il faut tout de même pondérer ses propos car le poids, s'il n'est pas un ennemi absolu, a tout de même quelques défauts un peu gênants. Premièrement, on l'a dit au début, pour faire du poids, il faut des matériaux, et ces matériaux, il faut les produire. Cela provoque des dépenses, de la pollution et une consommation d'énergie. Deuxièmement, le poids appelle le poids. Lorsqu'une voiture est lourde, nous l'avons vu tout à l'heure, il faut plus d'énergie pour se déplacer. On va alors avoir besoin de plus de batterie et donc de plus de poids. Pour emmener ce poids, on va avoir besoin de plus de puissance, donc des moteurs plus gros et plus lourds, si on veut conserver les performances mais aussi l'efficience. Je fais ici une petite parenthèse moteur. Un moteur électrique est dimensionné pour des performances données, et son électronique de puissance aussi. Lorsque vous l'utilisez au maximum de ses possibilités, son rendement baisse. Comme dans une voiture thermique, le corollaire d'une sous-motorisation est une surconsommation. Un moteur électrique a donc tout à gagner à être puissant, puisqu'à faible facteur de charge, il est plus économique qu'un petit moteur utilisé au maximum de ses capacités. Pourtant, si on met un moteur trop gros, il sera trop lourd, et va donc pénaliser l'efficience. Encore une fois, tout est une affaire de dosage, et sous-motorisé ou surmotorisé débouche sur une surconsommation. L'équilibre est déterminé par le véhicule, mais aussi par son poids. Enfin, dernier point négatif du poids, cela provoque plus d'usure de certains consommables et de l'infrastructure routière. Je nuance pourtant cette affirmation, car on entend trop souvent que les autos électriques génèrent plus de particules au niveau des freins et des pneumatiques que les thermiques. C'est juste démagogique de présenter les choses ainsi. Une auto électrique bien conçue et surtout bien conduite régénère au ralentissement, ce qui fait que ses freins durent de 10 à 20 fois plus longtemps que leurs homologues sur les voitures thermiques.
Pour les pneumatiques, un bon contrôle des pressions et du réglage des trains roulants est essentiel, beaucoup plus essentiel que dans une voiture thermique. Cela permet de limiter l'usure au niveau de celle des pneumatiques des véhicules thermiques, car il n'y a pas d'à-coups dans la conduite. De plus, l'arrivée des pneumatiques spécialement conçus pour les véhicules électriques augmente largement leur durée de vie, au point même de dépasser celle des véhicules thermiques. Il y aura d'ailleurs bientôt un épisode sur le sujet avec mon test des Hankook Ion été qui se termine fin septembre et qui démontre bien cela. C'est là que nous allons arriver à notre conclusion du jour. Oui, les voitures électriques sont lourdes, mais leur poids n'est en aucun cas à mettre en parallèle avec celui d'une thermique. La masse des autos électriques est inhérente à la technologie. En tout cas, la pire voiture électrique sur le marché aujourd'hui sera toujours beaucoup plus efficiente que la meilleure de toutes les voitures thermiques existantes au monde ou même des hybrides. Plusieurs constructeurs se sont lancés sur le sujet de la diminution du poids, comme Tesla ou XPeng, qui réduisent le poids des autos, la puissance des moteurs, mais aussi la capacité des batteries peu à peu, sans pour autant perdre ni autonomie ni performance. Preuve qu'il est possible de faire avancer les choses dans le bon sens. Plutôt que d'aller chercher les autonomies de 1000 km qui rendraient les voitures extrêmement lourdes et extrêmement énergivores, il vaut mieux garder les autonomies d'aujourd'hui, faire des voitures plus légères et développer les réseaux de recharge. Le poids, voilà l'ennemi, disait Émile Matisse. Et malgré tout ce que j'ai dit avant, il avait bien raison. En le réduisant pour les voitures électriques, on s'achemine vers des autos moins chères, plus performantes et plus durables qu'aucune thermique n'a rêvé de l'être. Et ça, en augmentant en plus le plaisir de conduite. Et sur ces bonnes paroles, je vous souhaite bonne route et vous dis à bientôt pour un prochain épisode du Schro de Garage. Portez-vous bien. Ciao. Ici, dans les fiches. Ici, dans les fiches. Franchement, je sais jamais.